La plupart des gens regardent une carte et pensent comprendre le monde. Ils pensent savoir combien il y a de continents. Les gens pensent que le lac Baïkal est le plus grand lac d'eau douce au monde. Ils pensent qu'il n'y a qu'un seul Congo, que New York n'est qu'une ville et que la plus longue frontière de la France se trouve en Europe. Mais la carte que nous avons apprise à l'école cache la vérité. D'une minuscule étendue d'eau de 33 kilomètres qui contrôle toute l'économie mondiale, à un fleuve qui a arrêté le conquérant le plus impitoyable de l'histoire humaine. De pays sans océan qui construisent encore des navires de guerre, à une seule bombe qui a terrifié les personnes mêmes qui l'ont créée. La géographie n'est pas seulement faite de lignes sur du papier, c'est le pouvoir, c'est la survie, c'est le destin. Voici les histoires les plus époustouflantes que notre carte vous cache. Quel pays partage la plus longue frontière terrestre avec la France? L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique? La réponse est le Brésil. Et la plupart des gens ont du mal à y croire. Voici pourquoi. La Guyane française est un petit territoire situé à la côte nord-est de l'Amérique du Sud, pris entre le Brésil et le Suriname, à des milliers de kilomètres de Paris. Et pourtant, ce n'est pas une colonie, ni un simple territoire, ni une possession d'outre-mer. C'est la France, pleinement et entièrement. La Guyane française est une région officielle de la France, tout comme Paris, tout comme Marseille, tout comme Lyon. Ses habitants sont des citoyens français. Ils utilisent l'euro, ils votent aux élections françaises et ils font partie de l'Union européenne. Et parce que la Guyane française partage une frontière massive avec le Brésil, cette frontière s'étend sur plus de 700 kilomètres, faisant du Brésil le partenaire frontalier terrestre le plus long de la France dans le monde entier. Ni l'Espagne, ni l'Allemagne, ni aucun voisin européen. Le Brésil. Saviez-vous la différence entre la Hollande et les Pays-Bas? La plupart des gens utilisent ces deux mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et presque personne ne connaît la différence. Chaque jour, des millions de personnes désignent un pays entier par le mauvais nom. Ils disent Hollande quand ils veulent dire Pays-Bas. Les Pays-Bas sont le pays officiel, composé de 12 provinces. La Hollande n'est pas un pays, elle ne l'a jamais été. La Hollande n'est que deux de ces provinces, la Hollande du Nord et la Hollande du Sud. Mais il y a un autre mot qui sème la confusion. Dutch. Ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une langue venue d'Allemagne, c'est simplement le nom donné aux habitants des Pays-Bas et à leur langue. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit qu'il va en Hollande, il va probablement aux Pays-Bas. Et les gens qui l'accueilleront, ils s'appellent les Néerlandais. Ils viennent d'un pays appelé les Pays-Bas, dans une région que le monde appelle à tort la Hollande. La plupart des gens pensent connaître l'Argentine, un long pays étroit situé à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. L'Argentine partage ses frontières avec 5 pays, le Chili, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil et l'Uruguay. La frontière avec le Chili à elle seule s'étend sur plus de 5300 km, serpentant à travers la cordillère des Andes, entre glaciers, volcans et sommets parmi les plus élevés hors d'Asie. À son extrémité sud, la Terre de Feu se trouve à seulement 1000 km de l'Antarctique. Et il y a aussi les îles Falkland, revendiquées par l'Argentine, mais contrôlées par le Royaume-Uni, l'une des frontières maritimes les plus disputées au monde. Malgré son apparence étroite sur les cartes, l'Argentine s'étend sur plus de 1400 km d'est en ouest et est le 8e plus grand pays du monde. Elle abrite environ 46 millions d'habitants, répartis entre de vastes villes, des plaines fertiles et des montagnes reculées. Son point le plus au sud est plus proche de l'Afrique que des États-Unis, et le long de ses fleuves se trouvent des centaines d'îles mouvantes qui modifient constamment le paysage. Comment le Mexique a-t-il perdu la moitié de son territoire au profit des États-Unis en seulement quelques années? Au début des années 1800, le Mexique était immense, s'étendant de l'actuelle Californie jusqu'au Texas. Mais des tensions commençaient à apparaître.
En 1836, des colons américains installés au Texas se sont révoltés contre l'autorité mexicaine et ont déclaré leur indépendance. Le Mexique ne l'a pas reconnu, mais les États-Unis ont annexé le Texas en 1845, ce qui a provoqué la colère du Mexique. Cela a déclenché la guerre américo-mexicaine de 1846 à 1848. Les États-Unis, disposant d'une armée plus puissante et de meilleures ressources, ont envahi le territoire mexicain sur plusieurs fronts. Les villes tombaient les unes après les autres, tandis que le Mexique faisait face à une forte instabilité politique interne. La guerre s'est terminée avec le traité de Guadalupe-Hidalgo. Le Mexique n'a eu d'autre choix que de céder la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, ainsi que des parties du Colorado et du Wyoming, soit près de la moitié de son territoire, aux États-Unis. En échange, le Mexique a reçu 15 millions de dollars. Mais cette perte a redessiné la carte de l'Amérique du Nord pour toujours. Et si je vous disais que ce pont, aux Pays-Bas, est complètement à l'envers? Parce qu'ici, les voitures ne passent pas au-dessus de l'eau. C'est l'eau qui passe au-dessus des voitures. Bienvenue à l'aqueduc de Vellouemer, où les bateaux naviguent littéralement au-dessus d'une autoroute. À première vue, cela ressemble à une illusion d'optique. Mais ce n'est pas le cas. C'est de l'ingénierie bien réelle. Au lieu de construire un pont traditionnel qui s'ouvre et interrompt la circulation, les ingénieurs néerlandais ont inversé le concept. Ils ont construit un pont d'eau. Les bateaux passent tranquillement au-dessus, tandis que les voitures circulent en dessous sans interruption. Mais pourquoi aller aussi loin? Parce que cette route relie le Flevoland, une province entière qui n'existait même pas avant d'être créée par l'homme. Et dans un pays où une partie des terres se trouve sous le niveau de la mer, contrôler l'eau n'est pas une option, c'est une question de survie. C'est pourquoi les Pays-Bas possèdent des dizaines d'aqueducs comme celui-ci. Pas seulement une conception intelligente, mais un aperçu de la manière dont les humains peuvent littéralement remodeler la géographie. Le Danube, deuxième plus long fleuve d'Europe après la Volga en Russie, s'étend sur 2850 km depuis la Forêt-Noire en Allemagne jusqu'au delta du Danube en Roumanie, se jetant dans la mer Noire. Tout au long de son parcours, il traverse ou borde 10 pays: l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine. Ses eaux touchent 4 capitales nationales: Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade, façonnant la culture, le commerce et l'histoire de chacune. Le bassin versant du fleuve couvre 817 000 km², s'étendant encore plus loin dans 9 autres nations. Le Danube n'est pas seulement long, sa largeur est variable. Dans certaines vallées étroites, il peut ne faire que 200 mètres de large, tandis que dans les vastes plaines et près de son delta, il s'étend jusqu'à 14 km de large, créant des marais, des îles et des zones humides regorgeant de faune. Il transporte l'histoire, le commerce et la vie à travers l'Europe centrale et du Sud-Est, reliant montagnes, plaines et villes, une véritable colonne vertébrale du continent. Pourquoi le détroit d'Ormuz est-il si important? Parce que 20% de tout le pétrole sur Terre y transite chaque jour, et il ne fait que 33 km de large. Situé entre l'Iran au nord et l'Oman au sud. 33 km. Vous pourriez le traverser en voiture en 20 minutes. Pourtant, à travers cet espace minuscule circule l'énergie qui alimente le monde entier. 17 millions de barils de pétrole, chaque jour. Pétrolier après pétrolier, navire après navire, passant par cet étroit corridor maritime. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït, Irak, Qatar, Iran. Chaque grande nation productrice de pétrole dans le Golfe n'a qu'une seule voie de sortie, ce détroit. Fermez-le et les prix du carburant explosent du jour au lendemain. Les économies s'effondrent, les chaînes d'approvisionnement gèlent, le monde entier s'arrête. C'est pourquoi 5 forces navales patrouillent ces eaux 24 heures sur 24. C'est pourquoi chaque grande puissance mondiale surveille ce détroit chaque jour. 33 km d'eau contrôlant le chauffage de votre maison, le carburant de votre voiture, le prix de tout ce que vous achetez.
Le golfe Persique détient le pétrole, mais le détroit d'Ormuz détient le monde. Il y a un vol si court qu'il peut ne durer que 47 secondes. Mais avant d'y arriver, parlons du vol le plus long sur Terre. Il est opéré par le vol SQ-24 de Singapore Airlines, de Singapour à New York. Un voyage de 15 343 km, 18h45 dans les airs, traversant l'océan Indien, la mer d'Oman, l'Asie centrale et toute la largeur de l'Atlantique. Rencontrez maintenant son opposé, les îles Orcades, un archipel isolé à la pointe nord de l'Écosse. Deux îles situées côte à côte, Westray et Papa Westray, séparées par seulement 2,7 km d'océan ouvert. Ce sont de vraies communautés, de vraies personnes, des fermiers, des pêcheurs, des familles, des enfants qui doivent aller à l'école, des patients qui doivent consulter un médecin, des travailleurs faisant la navette entre les îles chaque jour. La mer est trop agitée pour un bateau, il n'y a pas de pont, pas de tunnel. Alors ils ont construit 2 aéroports, un sur chaque île. Le temps de vol officiel est de 2 minutes, et le temps record, 47 secondes. Seulement 8 passagers, un minuscule avion à hélice, pas de repas, pas d'annonce. Avez-vous déjà remarqué que tant de villes britanniques se terminent par le suffixe ham ou ford? Des villes comme Nottingham, Birmingham, Cheltenham, Farnham et Durham, ou Oxford, Chelmsford, Hereford, Stratford et Stafford. Il y a une raison, et elle remonte à plus de 1000 ans. Le suffixe ham signifie maison ou ferme, le village d'origine où vivaient les gens. Nottingham signifiait la ferme du peuple de Snot. Birmingham signifiait la ferme de la tribu Berma. Ford signifie un gué. Oxford était le gué où les bœufs pouvaient traverser la rivière. Chelmsford était le passage de la tribu Tchelomer. Hereford était le gué près des serres. Stratford était la rue près du gué. Donc, chaque fois que vous voyez Ham ou Ford, vous voyez l'histoire sur une carte, des indices sur les endroits où les gens se sont installés et comment ils travaillaient d'il y a siècles. Maintenant, la plupart des gens pensent qu'il n'y a qu'un seul Congo, mais il y a en fait 2 pays différents avec presque le même nom. Tout d'abord, il y a la République du Congo. Juste à côté, il y a la République démocratique du Congo. Ils sont situés côte à côte en Afrique centrale et partagent même une partie du même fleuve, le fleuve Congo. Et voici la partie remarquable, leurs capitales se font face de chaque côté de ce fleuve. Brazzaville est la capitale de la République du Congo. Kinshasa est la capitale de la République démocratique du Congo. 2 pays, 2 capitales, séparés par l'eau. La raison est l'histoire coloniale. Un était contrôlé par la France, l'autre était contrôlé par la Belgique. Même fleuve, non similaire, nations complètement différentes. La plupart des gens pensent que le lac Baïkal est le plus grand lac d'eau douce au monde. Ce n'est pas le cas. Le lac Baïkal est le plus des ponts et contient le plus grand volume. Mais le plus grand par surface est le lac supérieur, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, bordé par le Michigan, le Wisconsin, le Minnesota et l'Ontario. Ce n'est pas juste un lac, c'est une mer immense. 82 000 km² d'eau pure. Si vaste qu'en vous tenant sur son rivage, vous ne pouvez pas voir l'autre côté. Il contient 10% de toute l'eau fraîche en surface de toute la planète. 10% dans un seul lac. Il est si grand qu'il crée ses propres systèmes météorologiques, ses propres storms, ses vagues atteignant 9 mètres de haut. Des navires ont été engloutis par ces vagues et n'ont jamais été retrouvés. Le plus célèbre était l'Edmund Fitzgerald, un immense transporteur de minerais qui a sombré lors d'une tempête sur le lac supérieur en 1975 avec 29 membres d'équipage. L'épave reste toujours au fond, à 160 mètres de profondeur, parfaitement préservée dans l'eau friyaude. Parce que le lac supérieur est si froid, si profond, si vaste, qu'il rend rarement ce qu'il tome. Des millions de personnes confondent l'État de New York, la ville de New York et Manhattan chaque jour. Ce sont 3 choses complètement différentes, et elles ne sont même pas gouvernées par la même personne. L'État de New York est une région massive, 141 000 km² s'étendant de la frontière canadienne jusqu'à l'océan Atlantique, couverte de forêts, de montagnes, de terres agricoles et de lacs. Les chutes du Niagara se trouvent sur sa bordure ouest.
L'État de New York est dirigé par un gouverneur, élu par l'État tout entier, responsable de 20 millions de personnes. Regardez maintenant l'extrémité sud de cet État, la ville de New York, New York City. 5 arrondissements, Brooklyn, le Queens, Staten Island, le Bronx et Manhattan. 8,3 millions de personnes vivant sur seulement 783 km². La ville de New York a son propre maire, un gouvernement complètement séparé, un budget séparé, des lois séparées. Une ville si puissante qu'elle fonctionne presque comme son propre pays au sein d'un État. Regardez maintenant de plus près Manhattan, une île, 21 km de long, 3,7 km de large. L'Empire State Building, Wall Street, Times Square, Central Park, les Nations Unies. L'île la plus photographiée, la plus reconnue et la plus précieuse de toute la planète. 3 noms, 3 gouvernements, 3 endroits complètement différents. La plupart des gens pensent que les Amériques se composent de seulement 2 continents, le Nord et le Sud. Mais il y a en fait 4 régions distinctes, et la plupart des gens ne peuvent pas toutes les nommer. L'Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique, 3 nations s'étendant de la toundra arctique du Canada aux paysages désertiques du nord du Mexique. Suivez la carte vers le sud et vous atteignez l'Amérique centrale, le Guatemala, le Belize, l'Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et le Panama. 7 petites nations formant un étroit pont terrestre reliant 2 continents massifs. Sans l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud seraient séparées par l'océan pour toujours. Ensuite, regardez les îles, les Caraïbes, Cuba, la Jamaïque, Haïti, la République dominicaine, Porto Rico, la Barbade, Trinité et Tobago. Plus de 700 îles, chacune étant son propre monde, avec sa propre langue, sa propre culture. Et puis l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Chili, la Bolivie, le Venezuela. Foyer de l'Amazonie, de la Cordillère des Andes, du désert d'Atacama et de la Patagonie. Le continent des extrêmes. Et puis, il y a l'Amérique latine, pas un endroit sur la carte, mais une identité culturelle, couvrant chaque nation hispanophone et lusévrone du Mexique jusqu'à la pointe de l'Argentine. La plupart des gens ne connaissent pas la différence entre le soleil de minuit et la nuit polaire. Au sommet de la Terre, les règles du jour et de la nuit cessent tout simplement de fonctionner. En été, le soleil ne se couche jamais. En Norvège, Suède, Finlande et Islande, il brille encore à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin. Les enfants jouent dehors à minuit. Des semaines de lumière du jour sans fin. Pas d'obscurité, pas de nuit. Mais quand l'hiver arrive, le soleil disparaît. À Tromsø, en Norvège, le soleil ne se lève pas pendant 69 jours consécutifs. Déplacez-vous plus nord jusqu'au Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord, et c'est l'obscurité totale pendant 4 mois à filer. Pas de lever de soleil, pas de coucher de soleil, juste une nuit glaciale et interminable. La même planète, le même continent, à seulement quelques centaines de kilomètres plus nord, mais un monde complètement différent. Un endroit baigne dans la lumière pendant des mois, l'autre reste dans l'obscurité pendant des mois. Et des milliers de personnes appellent ces 2 endroits leur maison. La plupart des gens pensent qu'il y a 7 continents. Ils l'ont appris à l'école, ils ne l'ont jamais remis en question. Mais voici la vérité. Cela dépend de là où vous êtes né. En Amérique du Nord et en Europe, il y a 7 continents. En Amérique latine, seulement 6, car l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud sont considérés comme un seul et même continent. En Chine, également 6, mais l'Europe et l'Asie sont combinés pour former l'Eurasie. Et certains modèles ne reconnaissent que 5 continents. C'est pourquoi les anneaux olympiques ont 5 cercles, un pour chaque continent habité. La même planète, les mêmes masses terrestres, des réponses complètement différentes. Mais voici la partie la plus époustouflante. L'Europe et l'Asie partagent une masse terrestre continue, du Portugal à l'ouest jusqu'à la pointe est de la Russie. Aucun océan ne les sépare, aucune bordure naturelle ne les divise.
La ligne entre l'Europe et l'Asie n'est pas géographique, elle est imaginaire, tracée par des humains il y a des siècles. Une seule masse terrestre, 2 continents. La carte que vous avez apprise à l'école n'était qu'une version de la vérité. Savez-vous quel a été le son le plus fort de l'histoire humaine enregistré? Il provenait d'un volcan qui s'est détruit lui-même. Krakatoa. Une île volcanique située dans le détroit de la Sonde entre les îles de Java et de Sumatra en Indonésie. Le 27 août 1883, Krakatoa ne s'est pas seulement explosé, mais il s'est anéanti. L'explosion a été si catastrophique que l'île entière est tout simplement disparue, engloutie par la mer. Les ondes de choc ont fait 4 fois le tour de la Terre. Puis vint le tsunami. Des murs d'eau de 30 mètres de haut se sont écrasés sur les côtes de Java et de Sumatra. Des villes entières ont été rayées de la carte en quelques secondes. Plus de 36 000 personnes ont été tuées non pas par le volcan, mais par l'océan qui l'a déchaîné. Le nuage d'ash a été projeté à 80 km dans l'atmosphère, bloquant la lumière du soleil sur toute la planète. Les températures mondiales chutèrent, le ciel devint vert et rouge, les couchers de soleil du monde entier brillèrent d'un glore étrange pendant des années. Et 44 ans après, exactement au même endroit dans l'océan, un nouveau volcan surgit de la mer. Anak Krakatoa, l'enfant de Krakatoa. Toujours en éruption, toujours en croissance, toujours vivant. En 1961, l'Union soviétique a construit l'arme la plus puissante jamais déclenchée dans l'histoire, la Tsar Bomba. 50 mégatonnes de destruction pure explosant sur une île arctique isolée au nord de Russie. 3333 fois plus puissante que la bombe lancée sur Hiroshima. La boule de feu était de 8 km de large. Le champignon atomique s'est élevé à 67 km dans le ciel, 7 fois plus haut que l'altitude de vol d'un avion commercial. L'onde de choc a fait 3 fois le tour de la Terre. Des vitres se sont brisées à 900 km de là en Norvège et en Finlande. Des stations sismiques du monde entier l'ont registré comme un tremblement de terre. Et voici la partie la plus terrifiante. Ce n'était même pas la version complète. La conception initiale prévoyait 100 mégatonnes, mais les scientifiques soviétiques l'ont réduite de moitié parce qu'ils redoutaient eux-mêmes ce qu'elle pourrait faire. Les créateurs avaient peur de leur propre arme. Testée une fois, jamais utilisée en temps de guerre, immédiatement classifiée. Parce que certaines armes sont trop puissantes pour que les nations les plus puissantes puissent les contrôler. La plus grande bombe de l'histoire de l'humanité, déponée une fois, jamais oubliée. En 1588, la puissante flotte de Philippe II d'Espagne fit voile vers l'Angleterre. On l'appelait l'Invisible Armada, l'une des forces navales les plus puissantes jamais rassemblées. Leur mission était d'envahir l'Angleterre et de renverser la reine Élisabeth I. L'Espagne avait plus de chevaux, plus de soldats, plus de puissance de feu. Mais elle ne contrôlait pas une chose, la géographie. L'Angleterre est une île. Pour l'atteindre, l'armada devait traverser la Manche, étroite, imprévisible et exposée au système météorologique atlantique. Les navires anglais ont attaqué rapidement et se sont repliés. Mais le véritable ennemi n'était pas la marine anglaise, c'était le vent. De puissantes étalpes atlantiques ont repoussé l'armada espagnole vers le nord, contournant l'Écosse jusqu'aux denses eaux agitées de l'Atlantique Nord. De nombreux navires se sont fracassés contre les côtes rocheuses d'Irlande. L'Espagne le perdit, l'Angleterre surviva. Non pas parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'elle était protégée par sa géographie. Sa position insulaire, ses mers étroites, ses vents changeants et ses violentes étalpes atlantiques. À seulement 11 km des côtes du Venezuela, 2 îles sont situées côte à côte, Trinité et Tobago. De l'extérieur, elles ressemblent à une seule et même nation heureuse, mais la vérité est que ces 2 îles ne pourraient être plus différentes. Trinité couvre 4 768 km², 93% de tout le pays, et regorge de raffineries de pétrole, de gazoducs, d'industrie et de commerce. Le moteur qui alimente toute l'économie des Caraïbes. Et voici une chose que la plupart des gens ne savent pas. Trinité ne se trouve pas en fait sur la plaque tectonique des Caraïbes. Elle repose sur la limite entre les plaques des Caraïbes et sud-américaines, ce qui fait d'elle, d'un point de vue géologique, une partie de l'Amérique du Sud et non des Caraïbes.
une île des Caraïbes sur des sols sud-américains. Mais ensuite, à seulement 11 km de l'autre côté de l'eau, il y a Tobago, seulement 300 km², calme, intacté, avec des plages immaculées, des anciens récifs coralliens et des forêts tropicales plus anciennes que n'importe quelle carte. Un monde complètement différent. Et Tobago le savait. Pendant des années, elle a regardé de l'autre côté de l'eau vers Trinité et a posé une question. Pourquoi sommes-nous ensemble ? Des pétitions, des manifestations, des batailles politiques qui ont duré des générations. En 1980, Tobago a obtenu enfin sa propre assemblée législative, son propre gouvernement, sa propre voix. Mais l'indépendance totale n'est jamais venue. 2 îles, toujours un seul drapeau, une seule nation construite à partir de 2 mondes qui n'ont jamais totalement accepté d'en former qu'un seul. En 1221, l'armée de Gengis Khan se tenait au bord du fleuve Indus. Derrière eux, l'interminable steppe d'Asie centrale, des prairies ouvertes, des vents froids, le champ de bataille parfait pour les archers montés mongols. Devant eux, un monde complètement différent. L'Indus n'était pas seulement de l'eau, c'était une frontière géographique. Au-delà s'étendait le sous-continent indien. Des forêts denses, une chaleur humide, les pluies de la mousson et des plaines fertiles alimentées par des systèmes fluviaux massifs. Des villes protégées par des murs, des armées dotées d'éléphants de guerre. Les Mongols dépendaient de leur vitesse. Leur empire se déplaçait à cheval. Et les chevaux ont besoin de prairies, pas de jungle ni de fortes pluies. Traverser le fleuve signifiait pénétrer dans un terrain qui les ralentirait, étirerait leur ligne de ravitaillement et affaiblirait leur plus grand avantage, la mobilité. Ainsi, en 1221, au bord de l'Indus, Gengis Khan a pris une décision rare. Il a fait demi-tour, non pas parce qu'il a été vaincu par une armée, mais parce qu'il a été arrêté par la géographie. Parfois, les rivières changent l'histoire plus que ne le font les batailles. La plupart des gens pensent que la Suède se résume au froid et aux meubles Ikea. Il y a beaucoup de choses à apprendre ensemble aujourd'hui. La Suède est l'un des pays les plus extraordinaires à la surface de la Terre. Regardez la carte. Située sur la péninsule scandinave en Europe du Nord, bordée par la Norvège à l'ouest, la Finlande à l'est et la mer Baltique au sud. 3e plus grand pays de l'Union européenne, pourtant l'un des moins densément peuplés. De vastes étendues de terre avec presque personne à l'intérieur. 69% de la Suède est composée de forêts pures, anciennes, intactes, sans fin. Et caché à l'intérieur de cette forêt, le plus vieil arbre vivant sur Terre. Un épicéa. Toujours vivant, toujours en croissance, vieux de 9500 ans. Il était déjà ancien à l'époque où les pyramides égyptiennes étaient construites. Mais les surprises de la Suède ne s'arrêtent pas là. Le pays tout entier s'élève du sol, continuant de monter, millimètre par millimètre chaque année. Parce qu'il y a des milliers d'années, des glaciers si lourds qu'ils ont comprimé la croûte terrestre ont pesé sur cette terre, et maintenant que la glace a disparu, la Suède rebondit lentement. 220 000 îles le long de son littoral, 95 000 lacs à l'intérieur de ses frontières, et une loi, l'Allemansratten, qui donne à chaque personne le droit de marcher librement à travers n'importe quelle forêt, n'importe quel champ, n'importe quelle terre, publique ou privée. En Suède, la nature appartient à tout le monde. Ikea, Spotify, Volvo, la ceinture de sécurité à 3 points qui sauve 1 million de vies chaque année, tous suédois. Un pays changeant discrètement le monde. Ce pays a été l'un des derniers endroits sur Terre que les humains ont découvert. Et quand ils y sont finalement arrivés, ils ont découvert un monde différent de tout le reste de la planète. La Nouvelle-Zélande. Isolée dans le sud de l'océan Pacifique, à 2000 km de son plus proche voisin, l'Australie, l'une des nations les plus isolées sur Terre. Et en raison de cet isolement, ici, la nature a pris une direction complètement différente. Avant l'arrivée des humains, il n'y avait aucun mammifère terrestre en Nouvelle-Zélande. Aucun. Pas de prédateurs, pas de menaces, pas de danger. Alors les oiseaux ont arrêté de voler. Le kiwi,
Un oiseau avec des narines au bout de son bec, des plumes semblables à des poils et des ailes si petites qu'elles sont complètement inutiles. Il a oublié comment voler car il n'en a jamais eu besoin. Et autrefois, il y avait le moa, le plus grand oiseau à avoir jamais existé sur Terre. 3,6 mètres de haut, plus lourd qu'un cheval. Disparu aujourd'hui, chassé jusqu'à l'extinction. 80% de la faune de Nouvelle-Zélande n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Le pays tout entier se trouve à la limite de 2 plaques tectoniques. Volcans actifs, geysers, tremblements de terre, sources chaudes, un paysage encore façonné par la Terre elle-même. En 1893, la Nouvelle-Zélande est devenue le premier pays au monde à accorder le droit de vote aux femmes.